Sans plus attendre, je vous présente, mais vous le connaissez déjà, il est déjà venu faire une conférence chez nous, Monsieur Raymond Massé, ancien professeur et professeur émérite de l'Université Laval. L'Université Laval, les mérites n'est pas là encore. Ah bon, ça viendra. Même pas, non. Non, Faut que ça soit initié, puis j'y tiens pas tellement. non, ok. Ah bon, alors, de toute façon, on a déjà beaucoup apprécié votre précédent ouvrage qui était sur la tolérance et on attend avec impatience en fait de pouvoir lire votre dernier ouvrage qui s'appelle Pour un éloge du raisonnable. L'éloge du raisonnable. Avec un sous-titre quand même, pour le réenchantement raisonné du monde. Voilà. Bon. Alors, sans plus attendre, je vous passe la parole. Je vais demander à éteindre la scène. Merci. Alors voilà. Alors, on en est dans ma tête un peu la deuxième étape d'un cheminement que je n'avais pas vraiment prévu en prenant ma retraite, mais qui était un cheminement qui m'amenait à faire des réflexions sur des enjeux de société, mais en dehors des cadres académiques. Évidemment, bon, j'étais professeur d'université toute ma carrière, toute ma vie. J'ai écrit beaucoup de choses, mais dans des ouvrages académiques, des manuels, enfin des ouvrages de réflexion, disons, en guillemets, savants. Mais je trouvais qu'au niveau de la retraite nous offre une liberté de penser aussi, une liberté d'agir, une liberté de temps aussi, de penser sur le temps long, sans avoir des impératifs là, de production, de publication d'articles et de livres des pressions qui sont quand même assez importantes. Mais il arrive un moment donné où on peut prendre un peu plus de temps, se poser et réfléchir. Et donc là, ça m'apparaît un peu comme, ça m'est apparu finalement en cours de route comme un triptyque, cette histoire-là, dont les deux premiers jalons sont déjà posés. L'année dernière, c'était un ouvrage sur la tolérance que je jugeais pervertie, le titre était donc la tolérance pervertie, mais pervertie par une forme de pensée où tout le monde se réclame d'une tolérance, chacun des petits groupes sociaux hyper morcelés se réclame d'un droit à la tolérance. Bon, tout le monde a des droits. Et si on a des droits, évidemment, il faut tolérer les gens qui sont porteurs de ces droits-là. Oui, mais la tolérance devenait finalement tellement, enfin, plutôt que d'être une valeur rassembleuse, comme la valeur humaniste universelle qu'elle doit être, la tolérance devenait plus pervertie dans le sens où elle favorisait plus la scission, la division, le conflit, etc. dans la société. Et là, ensuite, j'ai enchaîné avec cet ouvrage que je vais présenter aujourd'hui, il fait quelques grandes lignes, en quelques points, dans le temps qu'on aura, sur le raisonnable. Le titre n'était pas là du tout au départ, mais je réfléchissais sur la raison, la rationalité, la façon dont les intellectuels, disons en gros depuis 2 siècles, depuis le siècle des Lumières en fait, abordent la question de la rationalité et comment certains en viennent à responsabiliser à peu près tous les maux de la société par la raison ou une forme de rationalité. Et ce qui amène finalement, et là je faisais le parallèle avec des auteurs qui ont écrit sur le désenchantement, alors un monde désenchanté, qu'on voyait désenchanté essentiellement par le biais de la sécularisation des sociétés contemporaines. Et ça m'interpellait tout ça, puis j'essayais de faire le lien entre les deux. Alors c'est ce qui est la deuxième étape. La troisième étape, bon, ben, l'an prochain, c'est une autre réflexion sur les valeurs universelles et les droits de l'homme. Mais le point commun dans ces trois-là, à part le fait que les livres sont rouges, mais ça n'a rien à voir avec les petits livres rouges de Mao, mais en fait, ça donne qu'ils seront de couleur rouge, les trois. Mais en fait, j'en suis venu à me dire, mais est-ce que je suis en fait comme un utopiste? Est-ce que vraiment pour faire la promotion de la tolérance, du raisonnable, des droits de l'homme, de l'universalité de certaines valeurs qui méritent d'être défendues, est-ce que ça, c'est purement utopique ou pas? Et là, personnellement, moi, j'appelle ça ma trilogie utopique, qui, j'espère, n'est pas purement utopique, mais enfin, je vais y revenir à la fin, en conclusion de la présentation, en espérant finalement que ça soit une contribution à une réflexion et que, effectivement, il y ait des pistes plus concrètes d'intervention ou d'action. Bon, ça, c'est donc la deuxième étape de la réflexion. Alors, le sous-titre, c'est bon, le réenchantement raisonné du monde.
Alors là, évidemment, on se pose la question, est-ce que le monde n'est pas en train de devenir fou un peu, hein, quand on regarde on suit les actualités, autant politiques internationales qu'au niveau national, on se pose des questions sur est-ce qu'on est encore dans un univers de raison? Est-ce que la raison nous a apporté vraiment quelque chose? Est-ce que ça a contribué plutôt à désenchanter l'univers, le monde dans lequel on vit? Alors, et en plus, c'est rendu de bon ton de dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde désenchanté. On est dans un contexte dystopique. Les romans dystopiques sont extrêmement populaires. Les films dystopiques, la fin du monde, ou les cataclysmes, ou les catastrophes. Le catastrophisme est très vendeur, d'ailleurs, dans les médias. Le catastrophisme est beaucoup plus vendeur que l'optimisme, évidemment. Ça attire plus l'attention, en fait. Est-ce qu'on est vraiment, on vit dans un monde désenchanté ou pas? En gros, ce que certains intellectuels ont réfléchi sur la notion de sécularisation, c'est que donc la sécularisation est associée, enfin, quand le leitmotiv ou l'angle d'attaque de Marcel Gauchet, par exemple, ou de plein de gens qui ont écrit sur le sujet, c'est la responsabilisation serait dans la sécularisation de la société. On n'a plus de Dieu, on n'a plus d'esprit, on n'a plus de transcendance à laquelle on peut se rapporter ou desquelles on peut s'inspirer. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas, n'ayant plus de transcendance, il n'y aurait donc plus d'enchantement possible. On va voir, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Ça relève d'une vision de l'enchantement du monde qui est un enchantement parfaitement factice, ou en tout cas un enchantement du post-mortem. Mais pour enchanter le vécu, par un enchantement de la société vécue avec ses problèmes réels, contemporains, je pense qu'il va falloir aller au-delà de la religion, au-delà du discours religieux. Par contre, est-ce que la raison suffit pour enchanter le monde? Alors là aussi, on peut se poser de sérieuses questions, mais je vais y revenir là-dessus. Évidemment, les sources de désenchantement, ça n'arrête pas, il ne manque pas. Alors là, évidemment, on a les auteurs auxquels je réfère, évidemment, ce sont tous ceux qui ont écrit depuis le début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a les deux grandes guerres mondiales. Il y a évidemment l'Holocauste, les goulags de Staline, la guerre actuellement de Poutine en Ukraine, le conflit palestinien-israélien, et évidemment, la crise environnementale, enfin, bon, les sujets de questionnement sur la rationalité de nos sociétés, de nos décideurs, ce questionnement-là, il est quand même fondé. Là. Il y a quand même des bases à quelque part. Il y a aussi tous ceux qui ont écrit sur le crépuscule des valeurs. Hein, on vivrait dans des sociétés en lien un peu avec la sécularisation où les valeurs ont foutu le camp. Il n'y a plus de valeurs. Ce qui est un peu fou, parce que dans le fond, les valeurs sont là. Peut-être qu'il y a une nouvelle hiérarchie des valeurs, par contre. Certaines valeurs qui étaient plus importantes le sont peut-être moins aujourd'hui et inversement. Mais en fin de compte, il y a un certain nombre de valeurs, un panier de valeurs dont les sociétés disposent et dans lesquelles on va naviguer. Mais ces valeurs-là, à la base, que ce soit la démocratie, la liberté, l'autonomie, etc., il y a des valeurs ou la patrie, qui sont des valeurs quand même qui sont encore omniprésentes, bien qu'évidemment d'une importance variable selon les sociétés, selon les contextes dans lesquels on va se retrouver. Alors, la question de fond que je me posais, c'était est-ce que la raison et la rationalité sont les causes des maux, des errements de nos sociétés contemporaines? Et jusqu'où la raison est-elle responsable de tout ça? Autrement dit, est-ce qu'il suffirait d'avoir foi dans la raison? Pour un discours séculier, évidemment, ça fait un peu c'est accrocheur un peu. Mais devons-nous avoir foi dans la raison? La réponse, c'est non. Mais par contre, on devrait avoir foi dans le raisonnable. Et là, évidemment, je vais développer un peu, voir qu'est-ce que j'entends par ce raisonnable-là. Évidemment, qui n'est pas complètement étranger à la raison, mais qui va le compléter. Alors, il y a, entre autres, John Rawls, dans sa théorie de la justice, qui me soutenait que l'individu doit être à la fois rationnel et raisonnable. Rationnel dans la mesure où, évidemment, comme tout le monde, on devrait poser des gestes qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. On se met des objectifs dans la vie, ou une société se donne des objectifs. Il serait complètement irrationnel de ne pas utiliser les meilleurs outils, les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs qu'on se donne. Alors, la rationalité, ce rationnel-là, il est important, il est fondamental. On l'a cultivé beaucoup depuis 2 millénaires.
mais c'est une compétence de l'esprit humain. C'est aussi un outil fondamental pour les sociétés pour évoluer. Par contre, le raisonnable aussi doit être aussi important. Alors, le raisonnable vient compléter le rationnel dans la mesure où il est couplé à un humanisme. Il est couplé, c'est un rationnel couplé à l'objet, non seulement à atteindre des objectifs, mais qui est couplé à une réflexion sur la finalité de ces objectifs-là, sur l'acceptabilité des objectifs qui sont visés et pour lesquels on devra travailler. Alors, être raisonnable, c'est donc, évidemment, en même temps, démontrer une ouverture d'esprit, une liberté par rapport au dogmatisme, quel qu'il soit, laïque ou religieux. C'est un rationnel, donc, couplé à un humanisme. Considérer sérieusement les opinions des autres, avoir une tolérance, d'avoir une ouverture par rapport aux hypothèses contraires, par rapport aux discours contraires à ceux qu'on voudrait défendre quelque part. Être rationnel aussi en pesant le pour et le contre des actions qu'on va poser ou des décisions qu'on prendra dans la vie. Alors, la raison est une condition préalable ou raisonnable, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi avoir une bonne dose d'éthique dans la réflexion de l'acceptabilité morale et autres des actions ou des fins qu'on va viser. Alors ça, j'aurais dû le mettre un petit peu à l'avant, je m'excuse. J'étais un petit peu en retard. Donc, la raison, condition préalable mais non suffisante pour qu'on ait une société ou des politiques équilibrées. Alors, dans la réflexion que j'ai faite, j'ai essayé d'identifier quelques-unes des conditions préalables à un réenchantement du monde. Évidemment, on ne fait pas le tour d'horizon de tout. Hein. Ces conditions-là, ils seraient vraiment pas infinies, mais ils seraient beaucoup plus nombreuses. Mais j'ai décidé d'arrêter, de faire porter mon intérêt sur quelques-unes de ces conditions-là. D'abord, jeter un regard critique sur la raison elle-même et les dérives, les dérapages que la raison a pu connaître, en tout cas, au minimum au moins depuis les 2 derniers siècles là, et aujourd'hui. Et ça sans tomber dans un pessimisme démoralisateur, hein, démobilisant. Ensuite, libérer la raison des conceptions caricaturales qu'on en a fait. Quand on lit les ouvrages, quand on écoute en fait les détracteurs de la raison, les détracteurs de la rationalité, on voit qu'ils ont comme définition sous-jacente, parce que souvent, malheureusement, ils ne donnent pas une définition explicite de ce que c'est la raison. Et pourtant, la raison, c'est multidimensionnel, c'est bien, bien clair. Mais souvent, ils vont s'arrêter ou accrocher à la raison instrumentale, la raison qui vise proprement et simplement l'atteinte d'objectifs, quels qu'ils soient. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on va, par exemple, faire des critiques de notre système de santé en disant, bon, on veut avoir quelque chose qui fonctionne, mais sans se questionner vraiment sur les finalités, le sens de la vie, par exemple, dans notre système de santé. Même chose au niveau des rapports politiques. On veut fixer des objectifs, on va les atteindre par n'importe quel moyen, quelle que soit l'acceptabilité morale ou éthique de ces moyens-là. Alors évidemment, si on caricature la raison, on la ramène à cette seule dimension-là, ben, il y a un problème. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail. On doit aussi remettre en question la religion. Probablement que les religions sont probablement un des principaux facteurs de désenchantement du monde aujourd'hui. Ça prend un peu le contre-pied, évidemment, de plusieurs discours religieux, mais en fin de compte, on va voir que c'est un réenchantement, mais comme je vous disais tantôt un peu, un réenchantement de la transcendance, un réenchantement de la vie après la vie, si jamais il y en a une, un réenchantement par le biais de Dieu, de divinité, de paroles, de révélations, etc. Mais c'est pas... Enfin, ce qui a été réenchanté par la religion, c'est l'imaginaire. On a réenchanté un imaginaire de l'après, mais vraiment réenchanter le monde dans les conditions concrètes d'existence des gens, pas tellement. D'ailleurs, plus les gens sont généralement religieux, plus ils souffrent dans la misère. Bref. Un questionnement à faire là-dessus. Ensuite, revaloriser la science. Alors là, il y a une réflexion à faire sur, personne ne remet en question la science elle-même, mais encore, il y a des discours quand même très, très durs sur la science, où là, on confond la science avec le scientisme. L'idéologie qui est derrière, que la science va tout résoudre, tous les problèmes, sans aucun effort, etc. Il n'y a aucun scientifique qui croit ça. Ça, ce sont vraiment des discours, disons, de réseaux sociaux ou de personnes qui sont vraiment pas dans le domaine scientifique. On va voir, la science est tout sauf ça. Et ensuite, bon, pour faire la promotion de la raison comme fondement d'un humanisme laïque qui repose sur des valeurs universelles. Donc, la question de la rationalité caricaturale. Alors, quand on remonte, mettons, depuis le siècle des Lumières,
Et même au même siècle des Lumières, lorsqu'il y a eu vraiment les grands écrits qui ont été faits par les encyclopédistes, à l'intérieur même de cette idéologie-là, si on peut en parler d'une grande constellation idéologique, en fin de compte, c'est extrêmement diversifié là-dedans, mais il y avait déjà des voix qui mettaient des bémols en disant la raison, c'est vraiment bien, c'est bon, mais évidemment, là, il y a eu la Grande Terreur en particulier suite à la Révolution française, et là, il y a des gens qui se sont dit, bon, peut-être qu'on aurait besoin d'une dose, peut-être un peu d'humanité derrière tout ça. La raison ne peut pas tout expliquer, ne peut pas tout baliser les gestes de l'humain. Mais il y a eu ensuite, évidemment, un courant qui, lui, en a fait sa, comment je dirais, sa raison d'être, qu'on a appelé les intellectuels anti-lumière, alors qui, eux, sont vraiment donnés à cœur joie. Alors, je donne tout simplement quelques noms là-dedans. Là. Les Britanniques Thomas Carlyle, Edmund Burke, l'Italien Vico, l'Allemand Herder, les Français, bon, François Maurras, Ernest Renan, Charles Maurras, des gens qui ont été très, très durs. En particulier face à la raison comme étant un ennemi de la religion. En gros, ça ne se limite pas à ça, mais c'était quand même la grande ligne de critique comme telle. Mais plus récemment, on sait des sociologues, des philosophes, quand même qui comptent aujourd'hui, comme Jacques Bouvresse, par exemple, en France, qui, lui, ne niait pas les contributions, il décédé maintenant, mais il ne niait pas les contributions de la raison, mais il disait il en appelait à une réhabilitation de la sagesse contre le savoir rationnel. Alors là, c'est une autre forme de critique, mais en disant, bon, la raison, si on ne met pas des balises morales, ça peut déraper. Bon, Jean-Marc Ferry, qui, lui, bon, était vraiment en contre, il faisait une critique du triomphalisme d'une humanité portée par la science, comme telle. Il souhaitait plutôt une raison qui permet l'émancipation des humains grâce à un progrès des connaissances et des savoirs mis au service des problèmes vécus par l'humanité. Dans les grandes critiques, il y a eu bon, Adorno et Horkheimer, dans un bouquin qui s'appelait La dialectique de la raison, qui ont écrit probablement une des critiques les plus structurées, organisées contre la raison. Mais là encore, on est dans la période des deux guerres mondiales, c'est l'Holocauste, etc. Ces gens-là vont vraiment se braquer en fin de compte. Enfin, évidemment, ils vont réagir par rapport à ce qu'ils voient, c'est carrément inhumain, indéfendable et tout ça. Mais ils vont accuser la raison d'être la grande responsable derrière tout ça. Ils vont proposer une théorie critique des valeurs, mais dont, entre autres, les valeurs de progrès, de rationalité, de civilisation, et bon, la raison comme étant le cible principal. Alors, les jours meilleurs qu'on promettait par la raison, évidemment, les outils que sont la science en particulier, ces jours meilleurs-là se seraient traduits plutôt par des catastrophes, entre autres les guerres et l'Holocauste à l'époque. On est dans les années 1900, fin des années 40, début des années 50. Alors, pour eux autres, les progrès qui avaient été promis par la gestion rationnelle des affaires publiques n'ont pas eu lieu. Les progrès, on les cherche, on ne les voit pas. Les avancées scientifiques et les développements technologiques auraient réussi simplement car, bon, ça l'a empoisonné l'environnement, ça l'a rendu dysfonctionnel la gestion publique, la gestion des affaires publiques, ça l'a donné des outils, enfin des armes de destruction massive, ça a transformé les travailleurs agricoles et manufacturiers en esclaves du capital, toujours la critique hein, de ces auteurs-là. Ça aurait permis justement de développer des outils de surveillance et de punition. C'est un peu la Michel Foucault, par exemple, qui rentre là-dedans. Contribuer à bafouer les valeurs démocratiques. A rendu dysfonctionnelles les administrations publiques, aliéner les consommateurs. Enfin, bon, bref, la liste est longue. Donc, ils ont responsabilisé la raison à peu près pour tous les maux que tout le monde pouvait dénoncer un peu dans les sociétés du milieu là, du 20e siècle. La raison aurait complètement déraillé avec le nazisme, les programmes les fascismes, le communisme, etc. Les camps d'extermination, les goulags. Bon, c'est clair que sans complètement adapter ou accepter les critiques de ces auteurs-là, je pense qu'on peut quand même se rendre compte que la raison n'a pas réussi à s'imposer comme un rempart contre la barbarie. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut s'entendre sur cette base-là.
Il y avait un essayiste canadien, John Saul, qui lui a écrit un bouquin qui s'appelle Les bâtards de Voltaire. Alors, lui, évidemment, c'est une charge à fond de train contre la raison aussi, à peu près pour toutes les mêmes raisons qui, qu'il va énumérer. Mais là, quand je lisais ça et je relisais ça, entre autres, j'arrivais à me poser la question, euh, est-ce que c'est vraiment la seule responsabilité de ces bâtards de Voltaire-là qui auraient mal utilisé la raison ou qui auraient utilisé la raison, en tout cas, de mauvaise fin? Mais si on accepte ça, c'est plutôt, enfin, mettre de côté le fait que c'est plutôt l'application totalitaire et l'instrumentalisation complètement déshumanisée de la raison qui nous a amenés là. C'est pas tellement la raison que l'usage qu'on en a fait d'une certaine forme de raison ou d'une certaine forme de rationalité qui serait coupable. Et surtout, moi, j'arrivais à me poser la question, mais quand on lit toutes ces critiques, mais dans certains cas extrêmement virulentes contre la raison, on dirait que la conclusion qui s'impose, c'est qu'on serait beaucoup mieux géré par l'irrationalité et la déraison. Mais là, ça ne marche pas, là, quelque part. Ça n'a pas de sens. On peut pas. Il n'y a aucune société qui pourrait fonctionner si elle était complètement irrationnelle et déraisonnable. Fondamentalement déraisonnable. Alors, la base, la raison, elle est là. Elle est un outil, une compétence qu'on peut manier. Mais évidemment, en évitant les dérapages qui nous amènent à la déraison dans certains cas. Pas dans tous les cas d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'exemples de réussite. Hein. D'ailleurs, il y a toute une littérature là, qui se construit un peu, qui est quand même marginale par rapport à tous les romans, les écrits dystopiques, catastrophistes dont ça déborde dans les librairies actuellement. Mais quelques auteurs, d'ailleurs, comme Pinker, par exemple, qui ont essayé de dire, ben, regardons de façon un peu plus objective, mettons, depuis un siècle, est-ce qu'il y a eu des avancées au plan économique, au plan santé, au plan social, au plan des politiques sociales dans plusieurs pays, évidemment pas partout à travers la planète, mais dans un certain nombre de cas, même dans les pays en bas de développement, il y a eu quand même des progrès importants qui se sont faits. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la raison, certaines formes de rationalité, n'auraient pas contribué à l'amélioration quand même du bien-être d'une bonne partie de la population, dans toutes sortes de domaines? On peut penser à Machiavel dans tout ça. Est-ce qu'on peut dire que Machiavel a été un défenseur de l'irrationalité, de l'illogisme, de l'incohérence? Non, Machiavel est vraiment un maître de la raison, de la rationalité. Bon, il y a un roi, il y a un maître, il y a un prince, à quelque part, et le prince a ses objectifs, et le rôle du conseiller, le rôle du conseiller, c'est vraiment de faire en sorte le prince prenne les meilleurs moyens pour atteindre ses objectifs. C'est machiavélique, dans le sens qu'il n'y a aucune considération pour les impacts humanitaires et humains. Mais on ne peut pas accuser Machiavel de ne pas être rationnel. Il est hyper rationnel dans son approche. Et si, en tout cas, il y a un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu, de Giuliano d'Ampoli, un Italien qui est vraiment maintenant, là, voilà, un des intellectuels les plus intéressants à lire par les temps qui courent, entre autres, qui publie beaucoup d'articles dans la revue qui s'appelle Le Grand Continent, qui est quelque chose de vraiment formidable comme revue internationale. Bon, le Grand Continent, c'est surtout l'Europe, là, mais enfin, ça déborde beaucoup, beaucoup l'Europe, simplement là-dedans. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Alors, en référence évidemment à Machiavel, mais le Mage du Kremlin est un bonhomme qui a existé pour le vrai, qui est un des grands penseurs, des têtes, la pensée de Poutine en arrière, et qui l'a vraiment amené à atteindre ses objectifs, mais de façon tout à fait machiavélique dans un sens. Mais on ne peut pas l'accuser, ce mage du Kremlin, un personnage réel, qui a pris ses distances maintenant par rapport à Poutine, là, sans vraiment le critiquer, mais en essayant de se retirer. Parce que généralement, en Russie, quand on essaie de se retirer du cercle de Poutine, généralement, c'est parce qu'on est mort dans ce temps-là. Ou sinon, on approche vraiment de la fin de vie. Là. Alors lui, il est un des rares à avoir réussi à se retirer doucement et sans perdre la tête, là, dans le sens propre du terme, et non figuré. Et c'est vraiment une réflexion extrêmement intéressante sur le rôle des think tanks, tu sais, là, puis des imminences grises. Autant en Russie, mais qu'aux États-Unis aussi, là, qu'au Canada, comme un peu partout. Tu sais, c'est comme les conseillers de Trudeau à Ottawa. On sait que au-delà de ces ministres qui ne le consultent jamais, il y a un groupe de 6 ou 7 personnes à Toronto qui sont les conseillers de Trudeau, et c'est eux qui prennent qui décident des grandes orientations politiques du Canada. Ce sont les imminences grises, qui sont des non-élus, bien entendu, qui n'ont rien à voir avec des ministres, et les ministres canadiens aussi, qui souvent ont fait des sorties,
dont des ministres des Finances, entre autres, qui d'ailleurs quittaient le Canada. Il n'y avait pas de ce qui se passe la même chose qui est arrivé en Russie avec certains, mais qui disait que pendant les années qu'il avait été ministre des Finances, jamais il n'avait été consulté par Trudeau. Jamais, jamais. Et souvent, quand il arrivait avec des politiques, des suggestions, c'était bloqué au départ et Trudeau n'avait jamais entendu parler parce que c'était sa garde idéologique à rapprocher qui faisait le tri dans tout ça. On n'est pas dans l'irrationalité, on est dans l'hyper-rationalité. Et on est dans la rationalité machiavélique, dans un sens, au niveau politique. La religion, évidemment, sujet chaud. Bon, déjà dans le livre sur la tolérance, mettons que j'ai un chapitre qui fait que je devrais être apostasie, même si je n'ai pas fait la demande. Mais sans que ça soit aussi direct ici, il reste quand même qu'on peut se poser la question du rôle de la religion dans l'enchantement. Donc, le rôle est toujours important de la religion dans la société ici. C'est vraiment, bon, ici, j'entends dans l'Occident en général, évidemment, même en dehors de l'Occident, on ne peut pas nier l'importance réelle de la religion. On le voit déjà entre Israël et la Hamas. Là, on est vraiment, il y a une dimension purement politique et militaire dans tout ça, on voit bien, puis de politique internationale aussi. Mais quand même, à la base, on est face à deux mouvements, bon, d'un côté islamiste d'un côté et vraiment juif radical, orthodoxe de l'autre, où la religion a un rôle extrêmement important là, dans la violence un peu des positions et des réactions comme telles. La religion, elle est quand même omniprésente, c'est dans les sectes, c'est pas tellement, dans l'univers catholique, évidemment, c'est en déliquescence, le moins qu'on puisse dire. Beaucoup. Mais si on regarde aux États-Unis, la nouvelle droite américaine, qui est surtout soutenue par des églises évangélistes, évangélistes, pentecôtistes et tout ça, la myriade de sectes protestantes qu'il y a là-bas, c'est la base de l'électorat qui, bon, de Trump, mais bien avant Trump, de Bush et bien avant Bush, des républicains qui étaient là. La religion, probablement que les États-Unis, on n'y pense jamais dans ces termes-là, mais c'est probablement une des sociétés où l'intégrisme religieux est le plus fort sur la planète, autant que dans les sociétés islamistes. Mais c'est un intégrisme chrétien, et intégriste parce que, bon, c'est la lecture à la lettre de la Bible, et sans vraiment de nuances, complètement dogmatique, et où on retient bien ce qu'on veut pour défendre les intérêts qu'on voudrait bien défendre. Alors, la religion continue à jouer un rôle. Est-ce qu'elle joue un rôle vraiment dans l'enchantement du monde? Ben oui, parce que si on croit qu'il y a un Dieu, si on croit qu'il y a une vie après la vie, si on croit qu'il y a des mécanismes aussi pour se rattraper, comme dans le catholicisme, par exemple, toujours comparer le catholicisme à une police d'assurance qui pardonne. Tu sais, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on a juste à aller se confesser après. Puis, bon, à la limite, s'il est trop tard, il y a l'extrême onction en dernière limite, mais en fait, on remet la page blanche, là, tu sais, très, très facilement. Alors que, bon, chez les protestants, c'est un petit peu plus compliqué quand même, là, un peu dans leur histoire. Mais, bon. Mais il reste que donc, c'est un enchantement, comme je disais tantôt, un peu d'un monde post-mortem. Qui nous amène, enfin, le bonheur est ailleurs que sur Terre. Enfin, le bonheur sur Terre, il est là, mais il est là pour, bon, les plus riches, pour les puissants, les gens de pouvoir, mais pour les pratiquants catholiques à la base, dans l'histoire du catholicisme, ils n'ont pas été vraiment parmi les plus riches. C'était plutôt, bon, ou bien la chair à canon, ou bien les travailleurs agricoles ou manufacturiers comme tel. Alors, il y a un défi à relever qui est le défi d'un réenchantement séculier du monde. Et ça, j'essaie de le développer en donnant des exemples. Évidemment, on a toujours eu des utopies, en particulier, pas seulement qu'en Occident, il y a des bouquins extrêmement intéressants de fait sur les utopies dans le monde. Toutes les sociétés, toutes les civilisations ont eu des utopies. Les utopies, d'ailleurs, pas seulement religieuses, des utopies politiques, nationales, ou toutes sortes de formes d'utopies. Et mais les utopies aussi, c'est un enchantement. Ça peut être positif si on essaie si l'utopie est quelque chose d'émulatoire. Si ça peut donner un aval aux gens, une motivation pour atteindre des objectifs politiques, tant mieux. Mais bon, c'est pas toujours le cas pour les utopies. Par contre, il y a d'autres façons de réenchanter le monde. On va le voir un peu tantôt, par le biais, par exemple, de la science.
avec des limites, bien entendu, c'est pas le réenchantement miraculeux, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. La religion a beaucoup de difficultés, et l'Église en particulier, parce que là, c'est toujours la même histoire. J'ai pas le temps de mettre tous les bémols, mais il faudrait toujours distinguer religion et Église, hein, parce que la religion est un peu un corpus de croyances. L'Église, c'est une institution politique plus ou moins mafieuse selon les dénominations religieuses, mais qui instrumentalise certaines des croyances pour atteindre des objectifs ou maintenir certains statu quo dans les rapports de pouvoir. C'est bien évident. Mais probablement que le péché le pire, c'est que pour l'Église, le doute a été érigé en péché originel. Il ne faut pas douter. Et ça, quelle que soit la religion, il y a des dogmes, des révélations, des écrits saints, des paroles saintes ou divines, etc., qui ne tolèrent pas le doute. Et évidemment, réenchanter un monde à l'absence de doute, c'est pas tellement gagnant. Oui, il y a une forme de réenchantement, mais c'est un peu comme une drogue hallucinogène. Bon, oui, la drogue peut t'aider, peut te réenchanter ton monde pour quelques heures, quelques jours, mais en fait, si tu décolles de la réalité comme telle, ça change vraiment pas grand-chose dans la réalité. Alors que, et c'est un peu le même rôle que peut jouer le doute, l'absence du doute, ou la responsabilisation et la culpabilisation du doute, hein, comme étant, et ce que fait la plupart des religions, le doute a été responsabilisé, accusé d'avoir désenchanté le monde. Vous n'avez qu'à croire. Si vous croyez ce qu'on vous raconte, si vous croyez tout ce qui est mentionné dans les écrits saints, alors là, bon, la vie est belle. La vie est belle. Il vous arrive de quoi? C'est pas grave. Vous tombez malade? Pas grave, c'est Dieu qui le veut. Vous perdez votre job, c'est Dieu qui le veut. Vous perdez votre conjoint, c'est Dieu qui l'a voulu. Puis ça va être juste meilleur pour vous autres à la fin de vos jours. C'est une forme de réenchantement, mais bon, enfin, avec ses propres limites. Bref, la religion est un frein au réenchantement séculier du monde. C'est bien, bien clair. Et puis là, bon, je n'ai pas le temps d'aborder tout ça, mais les écrits de Yves Gingras là-dessus sont extrêmement parlants. Religion et science, entre autres, c'est deux univers, deux planètes qui ne se recouperont jamais. Des dialogues de sourds, d'autres ont écrit sur les dialogues de sourds, mais il n'y a pas possibilité de ramener, de rapiécer tout ça. C'est deux logiques complètement différentes. Et là, deux logiques, c'est déjà postuler qu'il y en a une qui est logique. Et oui, enfin, bref. C'est déjà un autre problème. Bon. La science, maintenant. Alors, rationalité versus le rationalisme. Tu sais, je mentionnais que tantôt, souvent, dans les critiques qui ont été adressées à la raison, on a vraiment critiqué comme une idéologie un pouvoir qui résoudrait tous les problèmes de l'humanité. Ça, c'est le rationalisme, c'est une forme idéologique. Même chose entre la science et le scientisme. La science est une chose, le scientisme, l'idéologie que certains peuvent porter, disant la science viendra au bout de tous les problèmes, y compris dans le transhumanisme, dans ses formes extrêmes. Mais ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Le scientisme est aussi une idéologie. C'est pas avec un scientiste d'abord qu'on va changer le monde, parce que ça n'apporte rien de concret. C'est la science qui apporte peut-être quelque chose de concret. Alors, ces idéologies d'infaillibilité, il faut vraiment lutter contre ça et les repositionner dans d'autres. Alors, c'est certainement pas dans les mirages d'une science toute puissante, mais dans la compétence d'une communauté scientifique à en reconnaître les limites. La science, bon, j'ai pas le temps de faire une grande présentation, mais la science, vous savez, bon, on se base sur des hypothèses qu'on va aller vérifier, valider avec des données qu'on a recueillies de certaine façon, de façon crédible et qu'on peut défendre, qu'on va soumettre, on va soumettre à des hypothèses, on va recorriger les hypothèses, on va les reformuler, mais en même temps, on va les reformuler dans le cadre d'une communauté scientifique. Tu sais, souvent, la science a été caricaturalement, là aussi, ramenée au savant fou. Tu sais, le savant qui était tout seul dans son coin, dans son laboratoire et tout ça. La science, maintenant, c'est tellement... Peut-être ça n'a jamais été ça, même dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est certainement pas ça. La science est le fait d'une communauté scientifique. Tu travailles dans des équipes de recherche. Ces équipes de recherche-là, il y en a plusieurs à travers le monde qui vont travailler sur les mêmes problématiques, avec des outils comparables, des méthodes comparables, mais des données souvent différentes. Et ils essaient de voir dans quelle mesure les données convergent. S'ils ne convergent pas, on reformule.
On va essayer de refaire des hypothèses. On va faire des collectes de données jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une hypothèse, une théorie qui va tenir un peu plus la route et qui va donc être capable de répondre aux incohérences dans certaines données. Ça, bon. Alors, c'est un travail de communauté. C'est une communauté scientifique qui est derrière cette science-là. Et en même temps, une communauté qui va définir les conditions qui permettent de dépasser ce qu'on sait maintenant, avec une certaine rigueur, une fiabilité, etc. On est face à une crise de confiance aussi par rapport à la science. Il y a des racines de tout ça. Il y a des livres extrêmement intéressants de Naomi Oreskes là, qui a réfléchi sur la science dans le monde moderne actuellement. Une philosophe là, qui prend quand même un peu de recul. Et elle avance l'idée un peu que une des raisons, un des facteurs pour lesquels la science est plus autant porteuse d'enchantement dans notre univers, c'est pas juste à cause qu'il y a eu des dérapages, on en a fait des armes nucléaires, puis bon, toutes sortes d'outils qui servent parfois à améliorer les conditions de vie, mais souvent qui servent à les détériorer les conditions de vie, même à détruire l'environnement, par exemple, tout ça. Mais elle a dit, plus profondément que ça, les gens, d'abord, la littératie scientifique dans nos sociétés, y compris au Québec, peut-être au Québec surtout, et surtout, enfin, par rapport au Canada anglais, par rapport à ailleurs, la littératie scientifique est extrêmement limitée, finalement, chez les gens. Les gens ne savent pas trop c'est quoi la science, quels en sont les fondements, à quoi vraiment ça sert. Et ce qu'on voit, c'est les produits de la science, essentiellement à travers les technologies. Mais là, les gens voient des technologies, que ce soit des téléphones, des tablettes, des drones, des avions, etc. Et ce qu'ils voient, ce sont des objets qui ont l'air des objets artisanaux. C'est fabriqué dans une manufacture, avec du monde qui travaille, avec des chaînes de montage, etc. Mais la science qui est derrière ces objets-là, toute la science physique, chimique, etc., et l'engineering qui est derrière ces outils-là, personne ne la voit. Elle est rendue, on la voit pas. On est aveugle à la science qui est derrière les technologies. Donc, les gens ont un respect pour la technologie, peuvent l'apprécier, mais vraiment pas sa juste valeur. La juste valeur technique, oui, c'est la valeur d'usage. On utilise la technologie, puis elle fonctionne. Si elle fonctionne bien, on est bien content, puis on trouve que c'est bon. Mais la science, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Et elle, ce qu'elle soutient un peu, c'est de dire, si on veut vraiment redonner une crédibilité, elle n'utilise pas le terme de réenchanter le monde, là, mais quand même, si on veut se redonner une vision, se projeter à l'avant de façon plus optimiste, il faudrait que les gens voient et sentent vraiment la présence de cette science-là derrière la technique. C'est la seule solution qu'on pourra avoir. Et d'ailleurs, quand on lit les critiques de la raison, les auteurs qui critiquent vraiment la raison, vous allez voir, si vous jetez un coup d'œil sur cette littérature-là, on critique surtout la technologie. Mais on s'en prend juste à la technologie, comme si la technologie était la science. On dit que c'est un produit de la science, puis bon, la science, on la met de côté, puis là, on ne parle que des technologies, avec surtout, évidemment, ses mauvais côtés, ses retombées négatives, et voilà. L'humilité méthodologique aussi, le doute que la religion n'a pas, mais qui est au cœur de la réflexion scientifique. On doute tout le temps de tout. Bon, évidemment, s'il y a des universitaires ici, comme Gilles, on sait très bien qu'on a des collègues qui ont le doute un peu léger. Hein. Bon, il y a un côté, le chercheur est aussi un humain. Hein, puis bon, là où il y a de l'humain, parfois, bon, on a des gens qui sont... bon. Moi, j'ai toujours dit que la valeur d'une recherche était fonction de l'humilité que le chercheur avait dans ses résultats. Parfois, c'est raté un peu, je dois l'avouer. Mais en gros, si on parle d'une communauté scientifique, ben là, oui, il y a une humilité méthodologique là-dedans parce que même quelqu'un qui est de mauvaise foi, mais quelqu'un qui est vraiment imbu de lui-même et qui propose une théorie explicative, il ne pourra pas faire autrement, s'il est scientifique, là, il ne pourra pas faire autrement que d'être à l'écoute des critiques scientifiques qui lui seront données, qui seront faites à ses données, à ses analyses ou à l'extrapolation des résultats. Souvent, c'est pas tellement les résultats eux-mêmes qui sont en cause, mais l'extrapolation que le chercheur va faire ou que l'équipe de recherche va faire. On va tirer un peu sur l'élastique, même si dans le fond, on n'avait peut-être pas les données assez solides pour vraiment... La prétention de la conclusion doit toujours arrimer un peu avec une humilité des moyens dont on disposait au départ. Et ça, parfois, ça manque à quelque part. Alors donc, la science doit carburer à l'ambition et au rêve. Ça serait la position de Stephen Hawking, mais la position de plein d'astrophysiciens. Hubert Reeves disait la même chose aussi. À quelque part,
si on prend l'exemple de l'astrophysique, là, ben, l'astrophysique, c'est passionnant. L'immensément grand. S'il y a une force, s'il y a une source de transcendance, c'est bien plus là-dedans. Les sources de la transcendance sont dans les forces et les lois de la nature qui gèrent autant l'infiniment petit, de l'atome, l'électron et compagnie, à aller jusqu'à aux galaxies, puis les amas de galaxies qui se déplacent, qui répondent toujours aux mêmes lois de la gravité, entre autres, par exemple, les lois de la thermodynamique et tout. Ça, c'est vraiment passionnant. Ça, c'est vraiment, c'est transcendant. Ça transcende l'homme, certainement, et ça nous fait prendre conscience qu'il y a des forces au-delà de nous, petits grains de sable, à quelque part, poussière d'étoiles, comme dirait Reeves, dans l'univers. Alors, il y a une source de réenchantement, mais comme Stephen Hawking mentionne, ça pourrait être évidemment un nouveau programme, non, aller sur Mars, l'homme va sur Mars, bon, d'accord. Mais au-delà de ça, on pourrait réenchanter aussi la science et le monde en travaillant sur les problèmes environnementaux. Serait-ce que ça, des problèmes très, très plus concrets, plus près des gens, qui pourraient toucher certaines sensibilités. Alors, le scientisme est une caricature de la science. Et les gens qui ont des discours critiques sur la science, vont s'attaquer surtout à ce scientisme-là, sans faire la distinction entre les deux, ou s'attaquer à la technologie, sans faire le départage entre la technologie et la science qu'il y a derrière. Alors, raison comme fondement d'un humanisme laïque. Alors là, j'ai fait hyper court et puis j'ai laissé de côté. D'abord, j'ai laissé de côté plein de choses qui sont dans le livre, mais en même temps, même dans le livre, j'ai laissé plein de côté des tonnes de dimensions d'un réenchantement du monde et d'autres conditions de réenchantement du monde sur lesquelles je n'avais pas le temps de. Alors, réenchanter le monde sans on peut se poser la question, hein, réenchanter le monde sans un socle de valeurs humanistes comme la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, le droit de l'humain, parce que les femmes sont concernées aussi là-dedans. Est-ce que ça serait un enchantement qui serait artificiel ou pas? Évidemment, on peut se poser la question. Parce qu'il y a de plusieurs façons d'ailleurs. Entre autres, en posant la question, est-ce que la liberté n'est pas une valeur surfaite? Et même la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une valeur surfaite? C'est un peu provocateur comme approche, mais dans le fond, quand on voit plein de choses qui nous entourent, on voit entre autres la montée des populismes. Dans la montée des populismes, on oublie la liberté et la démocratie. Hein? On n'est pas là-dedans. On est dans le fait de suivre aveuglément les paroles, d'abord un gourou, enfin une personne clé, que ce soit Duterte, que ce soit Trump, que ce soit plein de monde, en tout cas. Les exemples ne manquent pas là, sur la planète comme ça. Mais ces gens-là vont les suivre aveuglément. Et on n'est plus dans la démocratie, on n'est plus dans la liberté, mais on est dans un asservissement volontaire. Et là, ça c'est un peu, il y a une parole le fameux Giuliano d'Ampoli, mais ça c'est dans un autre de ses bouquins. Il y a des limites à des politiques raisonnables. Et là, il y en énumère toute une série, mais sur lesquelles moi j'ai travaillé quand même. J'en parle un petit peu dans les livres, mais les sectes religieuses. Quand on est dans une secte religieuse, on abdique carrément par rapport à notre liberté, par rapport à notre esprit critique, et par rapport à notre autonomie, finalement, notre libre arbitre. On s'en remet, mais vraiment totalement au gourou, au responsable de la secte ou de l'Église en question. L'apathie des citoyens par rapport à l'autoritarisme, la montée des autoritarismes populistes, dans certains cas, un peu partout dans le monde, c'est une forme d'asservissement, ça aussi. C'est une forme d'abdication par rapport à ses libertés. Parce qu'on va faire confiance, une confiance aveugle à des personnes qui définitivement ne travaillent pas pour nous, mais qui nous font croire qu'ils travaillent pour nous. Et on embarque dans tout ça. Le fatalisme par rapport aux accros de la démocratie. Alors, c'est la montée des illibéralismes un peu partout, que ce soit pas seulement en Hongrie, en Slovaquie, etc. Mais même, on n'en parlera même pas pour Israël, les autres sont déjà, ils ont sauté carrément. Aux États-Unis, on est sur le point de sauter. Ça a failli sauter en 2000. C'est pas sûr que ça sautera pas dans les prochains mois ou à la prochaine élection présidentielle. Mais on est vraiment on est face à des accros majeurs à la démocratie et sans que le monde réagisse vraiment. Bon, sinon, les États-Unis qui se définissent comme les champions de la démocratie, alors que chez eux, on pourrait en discuter, ça serait minimum une encyclopédie là, à côté de ça. Là. Mais la démocratie aux États-Unis, on pourra repasser. Hein. Quand il faut être multimillionnaire pour être capable de se présenter comme représentant au Congrès ou au Sénat, la démocratie, on va repasser un petit peu là, quand même.
les privilèges accordés au confort individuel par rapport aux dangers de surveillance. On le voit en Chine. Puis parfois, bon, évidemment, il y a des gens qui s'opposent, il y a des militants qui vont s'opposer, qui se lèvent, qui vont faire des manifestations au péril de leur vie, hein, que ce soit à Hong Kong ou en Chine continentale, pour dénoncer cette surveillance-là. Mais en gros, la majorité des gens sont apathiques par rapport à tout ça. Même chez nous. Tu sais, quand on va sur YouTube, on va sur Internet, on fait n'importe quoi, même nos transactions bancaires, toutes les traces sont là partout. Toutes les entreprises se les achètent, se les revendent, les échangent. Tout le monde connaît la couleur de nos petites culottes, et puis etc. Tout le monde peut avoir accès à tout ce qu'on a de plus privé dans notre vie, parce que c'est marchandisé par toutes les entreprises qui font un monitoring de chacun des petits gestes qu'on pose. Et tout ça se fait dans l'apathie totale de la population. Bon, il y a quelques groupes qui revendiquent, quelques juristes qui disent que ça va trop loin, ça brime la liberté, ça va contre la charte des droits, etc., etc. Mais en gros, ça se passe, et ça se passe de plus en plus. Et avec l'intelligence artificielle, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va exploser encore plus, cette histoire-là. Alors, il y a une apathie totale encore là, à ce niveau-là. Et quand je disais ça, je relisais La Boétie à un moment donné. Hein? Au 16e siècle, il disait comment il se peut que tant d'hommes, tant de beaux, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran qui n'a que de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer. Ça s'applique tellement à peu près tout ce que j'ai dit avant dans la diapositive. C'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres phrases célèbres de La Boétie dans le même ouvrage là, sur son asservissement volontaire. Là. Mais bon, en fait, ça vous donne juste un peu donner le ton. Alors, j'essaie de réfléchir un peu à cette dimension-là. Est-ce qu'on peut réenchanter le monde par la liberté, par la démocratie? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Ben, moi, je pense que oui, là, mais la question mérite d'être posée. Si on veut être objectif, on se rend compte qu'il y a une large partie de la population qui abdique par rapport à leur autonomie, à leur liberté de penser, et qui en sont très heureux. Enfin, on peut débattre, là, mais il semble qu'ils sont bien heureux de tout ça. Ceux qui sont dans des sectes, alors qu'ils ont perdu complètement contrôle sur leur vie, ils donnent tout leur argent, ils se coupent de tout l'entourage. Moi, j'en parle parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années aux Antilles avec des sectes protestantes en particulier là, pendant plus de 15 ans. Et je voyais un peu ce que ça donnait. Les gens n'existaient que par, selon la secte protestante dans laquelle on était, mais ils n'existaient que par l'interprétation que leur secte donnait à la Bible ou à certains passages de la Bible. Et tout était là. Ils couchaient le soir avec la Bible en dessous de l'oreiller. Et la Bible était le livre de recettes de tous les maux qu'il y avait dans leur vie, leur emploi, leurs femmes, les enfants, la contraception, la violence. Tout était expliqué dans la Bible. Tout était là-dedans. Là. Alors, il y en a qui, bon, ils se complaisent dans cet asservissement volontaire. Il y a une question qui se pose. La liberté est-elle une valeur surfaite? Évidemment, pour ceux qui ne veulent pas embarquer dans ces sectes-là ou qui veulent avoir une perspective critique ou réagir de façon un peu plus responsable par rapport au totalitarisme, aux sociétés illibérales, par rapport aux dictatures, par rapport à la surveillance, l'hyper-surveillance qu'on a, reconnaissance faciale et tout dans nos sociétés, évidemment, ce n'est pas acceptable. Mais il faut quand même admettre qu'il y a une bonne partie de la population qui, volontairement, accepte cet asservissement volontaire. Et c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. La Boétie, c'est quand même le 16e siècle. Et lui-même, la Boétie, écrivait en se référant aux barbares du 6e, 7e, 8e siècle. Donc, c'est pas nouveau, cette histoire. Donc, excusez-moi, je conclue avec ça. Le raisonnable, parce que le raisonnable est un horizon ultime de la raison. Bon, horizon ultime, ça dépend comment on le voit. Si on pense que la raison évolue inexorablement vers le raisonnable, no way. Je pense que, soyons un peu plus terre à terre, je ne crois pas. Maintenant, est-ce que c'est un horizon qu'on devrait viser, ultimement? Ça, je pense que oui. Je veux dire, à quelque part, je pense qu'il y a tellement d'exemples dans la société contemporaine qui montrent les limites de la raison, les limites de certaines formes de rationalité. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'analyse beaucoup la présence de rationalités alternatives, de rationalités complémentaires qui existent, qui ont été analysées par plein d'auteurs. J'ai travaillé là-dessus, mais plein d'autres auteurs.
où l'enjeu maintenant n'est pas d'analyser simplement la rationalité instrumentale et le degré à quel degré, pour savoir à quel degré chacun d'entre nous adoptons une rationalité instrumentale, mais plutôt de voir quels sont les modes de cohabitation de ces multiples formes de rationalité. Rationalité de conviction, rationalité de partage, rationalité du don, rationalité instrumentale aussi, bien entendu, elle fait partie de tout ça. Mais le raisonnable est un peu une combinatoire de chacune de ces formes de rationalité-là, divergentes dans certains cas, parfois complètement opposées, mais qui constituent l'humain, l'humain en ce qu'il est. C'est ça, l'humanité, elle est, où nous sommes tous comme humains, à la conjoncture, au carrefour de ces multiples formes de rationalité-là, qui cohabitent en nous tout le temps, à des degrés un peu divers selon les individus, mais un peu divers aussi selon chaque individu, selon des moments de sa vie. Il y a des moments de notre vie où on est un peu plus rationnel, instrumental, des moments où on est un peu plus, mettons, ce que John Elster, un sociologue norvégien, appelait une rationalité circonstanciée ou une rationalité même émotive. On peut passer par différentes phases qui sont un peu combinées dans des proportions différentes dans nous autres, mais cette rationalité-là, formelle, purement théorique, que les détracteurs de la raison invoquent, ben, elle n'existe pas autre comme concept, comme pur concept. Dans la vraie vie, cette forme de rationalité-là, pure, elle cohabite avec plein d'autres formes de rationalité qui composent l'humain, dans lesquelles il y a des émotions, des sentiments aussi qui sont là, et des valeurs. Alors, les personnes raisonnables, je vais donner quelques points là, utiliser différents types et niveaux de rationalité, vivre dans un monde où on peut coopérer librement en égalité, chercher à justifier ses actions, aspire à des rapports sociaux marqués par la liberté et l'égalité, nonobstant le bémol que j'ai mis tantôt, tolère l'intolérance à condition que son intolérance ne fait pas tort aux autres, puis qu'il ne pervertisse pas le sens premier de la tolérance, réviser les jugements à la lumière des faits nouveaux, etc. Alors, est-ce qu'on doit avoir foi dans le raisonnable? Est-ce que c'est une pure utopie? C'est un peu la question que je posais au début. C'est la question aussi que je me posais moi-même. Un idéal pour lequel on devrait se battre, dont on devrait faire la promotion, ben là, je pense que oui, quand même. Quelque part, il faudrait faire ça. Évidemment, il y en a, ceux qui parlent le plus fort, c'est ceux qui dénigrent la raison actuellement. Alors, ceux qui dénigrent la raison, ce sont les fondamentalistes religieux, les supporters des politiciens populistes, les intellectuels qui carburent au catastrophisme climatique, entre autres, la gauche sociopolitique engagée férocement dans la défense des multiples droits, des multiples micro-groupes sociaux qui revendiquent tous leurs droits à la différence et à la reconnaissance, et ceux qui vont considérer que la Déclaration des droits de l'homme est une pure invention idéologique de l'Occident pour dominer le monde, pour justifier les attaques militaires, tout ça. Ça, c'est pas très réenchanteur. C'est pas enchanteur, pas en toute affaire-là. Il faudrait donc un peu prendre le contre-pied de ces interprétations-là et tenter de faire le contrepoids, finalement, en luttant pour ça. Puis en revenant peut-être à ce moment-là, peut-être que les intellectuels des Lumières qui, il y a 200-250 ans, ont travaillé, ont vraiment lutté fort pour donner une crédibilité et une autonomie à l'homme, une liberté à l'homme, avec un peu de démocratie, ils seraient probablement contents d'entendre que le raisonnable aujourd'hui est quelque chose, un concept qui a une résonance. Alors, j'arrête.